Vous entrez dans une épicerie en France pour acheter de quoi dîner. Vous attrapez des carottes françaises, des champignons hollandais, des pâtes italiennes et de l'huile d'olive espagnole. Vous payez en euros, mais une ligne en bas de votre ticket de caisse stipule quel serait l'équivalent en francs. Vous ne pouvez pas payer en francs car personne ne les accepte plus depuis 15 ans. Avec un franc dans votre porte-monnaie, vous n'achèterez absolument rien, mais chacun de vos tickets de caisse affiche toujours 6,56 francs pour 1 euro. Pour l'ensemble des échanges, l'Europe a adopté l'euro comme sa monnaie, mais les populations continuent à se référer à leur ancienne monnaie et une frange grandissante de politiques à travers l'Europe appelle au retour à ces monnaies nationales. Pourquoi le souhaitent-ils? Comment ferait-il? Et quel en serait l'impact? Nous allons l'expliquer en 2 parties. L'idée d'une monnaie commune remonte à plus d'1 siècle, mais le concept de l'euro en tant que tel a émergé dans les années 60 dans les travaux de la Commission européenne et ceux du prix Nobel d'économie Robert Mundell. Pour bien comprendre, commençons par regarder comment fonctionnent les devises aujourd'hui. La plupart des monnaie fluctue, c'est-à-dire que leur valeur évolue selon le marché, autrement dit, l'offre et la demande pour cette monnaie. Imaginez un billet de banque qui flotte à la surface d'une piscine. Il monte et descend avec le niveau de l'eau au fur et à mesure que des gens entrent et sortent de la piscine. Il s'agit là d'une simplification car la valeur d'une monnaie est influencée par plusieurs facteurs, mais cela serait beaucoup trop à aborder en une seule vidéo. Partons en voyage pour l'île de Dolfinia, une petite nation qui utilise une monnaie appelée le doublon. Dolfinia fabrique des machines connues dans le monde entier et possède des plages magnifiques où l'on sirote de délicieuses margaritas. Pour acheter ces merveilleuses machines et profiter de ces plages, les consommateurs doivent posséder des doublons. Aujourd'hui, le doublon est plutôt bas. Les touristes et les acheteurs étrangers de machines peuvent les acquérir en faisant une bonne affaire. Alors les gens sautent dans la piscine du doublon. Mais plus il y a de monde dans la piscine, plus le doublon flotte haut. Il devient donc de plus en plus cher. Les Dolfiniens deviennent donc plus riches, puisque leur doublon vaut beaucoup. Pour eux, l'avantage est qu'il devient de plus en plus accessible de voyager à l'étranger et d'acheter des produits importés venant d'autres pays européens. Pour les étrangers, en revanche, venir séjourner à Dolfinia ou acheter des produits qui proviennent de l'île coûte de plus en plus cher. Ils le font donc de moins en moins, ce qui a pour l'effet que l'industrie locale connaît un net recul. De leur côté, les Dolfiniens importent des produits étrangers et ils vendent pour cela leurs doublons pour de l'euro et la valeur du doublon baisse lentement. Pour acheter et vendre des devises, toute personne paie des frais de transaction à l'organisme qui pratique l'échange. Ceci n'est qu'un petit inconvénient quand on pratique des conversions ponctuelles, comme pour des vacances annuelles ou l'achat d'une grosse machine. Cependant, quand vous n'êtes pas une île isolée, mais un pays qui échange régulièrement avec ses voisins, comme c'est le cas en Europe où les échanges entre pays sont journaliers, ces frais de transaction portent à de plus lourdes conséquences. C'est ici qu'interviennent les recherches de Mundell sur la zone de devise optimale. Une zone de devise optimale est une région dans laquelle il semble bénéfique de mettre en place une union monétaire, car une monnaie commune permet d'éviter les inconvénients de la conversion. On dit que la zone apparaît à devise optimale quand son économie répond aux 4 critères suivants. Une forte mobilité du travail, une forte mobilité du capital, les pays ont des cycles économiques similaires, c'est-à-dire que leur économie a tendance à connaître l'alternance de périodes de croissance et de crise au même rythme, les pays ont en commun un système de partage des risques, qui implique que quand des régions sont davantage dans un creux économique que les autres, les régions les plus prospères aideront les moins favorisées. Vous aurez peut-être noté que ces 4 éléments correspondent peu ou prou avec les 4 piliers des libertés de l'Union européenne. De grands débats persistent parmi les économistes, législateurs et politiciens sur le niveau auquel la zone euro remplit oui ou non ces critères dans les faits. Ce débat constitue la base du désir de la sortie de l'euro et nous reviendrons sur ce point. Dans le même temps que la Commission européenne s'agrandissait et travaillait au rapprochement de l'Union, l'idée d'une monnaie commune a fait son chemin. C'est au début des années 90 que le processus vers l'euro s'est accéléré, à savoir l'époque où l'Europe a libéralisé les flux monétaires à l'intérieur de l'Union et où elle a aussi travaillé à la convergence des différents États, à la fois de leur monnaie nationale vers l'euro et de leurs économies nationales vers le marché commun. C'est en 1992 que 12 nations européennes se sont rassemblées pour signer le traité de Maastricht, encore connu aujourd'hui comme le traité fondateur de l'Union européenne. Ce traité fonde le socle à la fois de l'Union européenne et de l'euro. Les membres de l'Union s'y engageaient à entrer dans la monnaie
monnaie unique une fois qu'ils auraient répondu à certains standards économiques et financiers. Le Royaume-Uni et le Danemark ont pour leur part négocié des dérogations pour rester hors de la monnaie unique et conserver la leur, mais les autres membres ont pris l'engagement de rentrer dans la zone euro. En 1998, le taux de change entre l'euro et les devises nationales était fixé, ce qui a donné par exemple la conversion de 6,56 francs pour 1 euro que nous voyons sur les tickets de caisse. L'euro a vu le jour pour de bon en 1999. Cependant, il a fallu attendre 2002 pour voir les pièces et les billets en euros remplacer ceux des monnaies nationales dans les porte-monnaies de tous les particuliers. Les avantages apportés par l'euro se ressentent sur des plans basiques et aussi beaucoup plus complexes à observer. Le niveau le plus simple réside sûrement dans la facilité pour quiconque de voyager à travers l'Europe sans avoir à faire de change. Un Belge peut travailler en France et prendre ses vacances au Portugal sans jamais devoir penser à convertir son argent. Il s'agit d'un énorme confort psychologique et économique dans la vie courante de beaucoup d'Européens, mais les bénéfices profonds ne sont pas si visibles. Pensez à ce dîner de produits pan-européens que nous préparions tout à l'heure. En simplifiant un peu les choses, le commerçant achète sa marchandise à des producteurs de différents pays. Sans l'euro, ce commerçant devrait travailler dans 4 monnaies pour rassembler nos différents ingrédients. Cela l'obligerait à prendre en compte les risques de taux de change, c'est-à-dire le risque de voir le prix de telle ou telle monnaie diverger des autres dans le futur. En effet, le commerçant doit organiser en avance l'approvisionnement de tout ce que vous pourriez vouloir pour le dîner. Si la valeur de la monnaie espagnole ou française pouvait fluctuer, cela impliquerait que le prix de l'huile d'olive serait instable également. Il y a beaucoup de moyens complexes de gérer ce genre de risque, comme par exemple bloquer aujourd'hui le prix auquel on achètera l'huile d'olive dans 6 mois. Mais ce type d'opération a un coût, et plus vous avez de transactions à effectuer, plus cela devient compliqué à gérer. Il faut dire que plus un pays est petit, plus il fait appel aux produits importés d'autres pays, et plus il subit ce problème. Et les frais liés au processus de conversion seraient presque de l'ordre du détail comparé à la liste des taxes et autres barrières douanières qui rendraient ces produits encore plus chers. En fait, tous ces coûts de gestion du risque et les divers frais et taxes augmenteraient le prix pour le consommateur final. Donc, l'euro permet une offre de produits plus diversifiée et à un prix plus avantageux pour tous les citoyens européens. Pour les banques et organismes financiers, il est aussi plus aisé d'octroyer des prêts à des projets à travers la zone euro quand elles n'ont pas à prendre en compte un éventuel problème de taux de change. Plus la zone euro est intégrée, plus elle est libérée de frais de transaction payables par tout un chacun, ce qui rend l'économie plus efficiente pour tous. Le but de l'euro est donc de permettre toutes ces interconnexions, et pas seulement au bénéfice de l'économie. Le but ultime, comme le stipule la déclaration Schuman de 1950, le texte qui a initié tout le projet européen, était l'idée qu'une Europe unie économiquement rendait une guerre non seulement impensable, mais matériellement impossible. Alors pourquoi pourrait-on se plaindre face à tous les avantages de l'euro? Pourquoi voudrait-on le quitter? Et que se passerait-il si cela arrivait? C'est ce que nous allons voir dans la deuxième partie.